Donc voilà, je suis Mélanie Bertelsen. Comme je le disais, je travaille au département de mathématiques de l'ULB, donc j'ai fait mes études aussi il y a déjà un bon moment à l'ULB. Voilà, j'ai parsemé mes transparents de petites images, de jolies images qui proviennent des mathématiques. Ici, vous voyez un morceau de l'ensemble de Mandelbrot. Alors, j'ai envie de commencer par plusieurs préjugés qu'on a souvent à propos des mathématiques. D'abord, qui me viennent de quand je parle avec les gens, je leur raconte mon métier. Donc les gens s'imaginent que faire les mathématiques, c'est pour devenir professeur de mathématiques nécessairement, qu'il n'y a pas d'autres débouchés. Et ça, c'est malheureusement pas le cas. Donc on a fait une étude, j'ai écrit récente, mais elle est de moins en moins récente, d'année en année. On devrait la refaire. On a interrogé nos anciens étudiants pour leur demander quel était leur emploi maintenant, quelle était leur activité professionnelle. Je vais vous montrer le résultat de cette étude, mais notamment, on voit que seulement 19% de nos diplômés deviennent professeurs dans l'enseignement secondaire. D'ailleurs, ça va de pair avec le fait qu'il y a vraiment une pénurie de professeurs de mathématiques en Belgique. C'est devenu un diplôme très rare et très prisé d'ailleurs. Deuxième chose, c'est que les débouchés ne sont pas attractifs. Or, ça c'est aussi totalement faux. Donc il y a par exemple tous les ans, sauf j'ai vu en 2020, je n'ai pas trouvé, j'imagine que c'est encore un effet de la pandémie, mais il y a le Jobs Rated Report. C'est un organisme américain, donc c'est américain, hein, je tiens à le souligner, c'est pas ce qui se passe en Belgique nécessairement ou même en Europe, mais qui s'occupe de classer les professions depuis les plus enviables, selon certains critères, aux moins enviables. Et les critères sont le salaire, bien sûr, mais aussi les perspectives d'avenir, la quantité de stress, la qualité de l'environnement, etc. Tous des critères d'attractivité des métiers. Et ce qu'on voit, c'est que systématiquement, les métiers de mathématiciens qui sont liés au diplôme de mathématiques, ils viennent dans le top 10 du classement. Parfois, on a même, la première fois qu'on avait regardé ça, on avait mathématiciens, statisticiens, actuaires, qui étaient les 3 premiers métiers en réalité. Donc je regarde chaque année, et donc la dernière fois que j'ai pu le voir, c'est 2019, comme je vous disais, 2020 n'est pas sorti, et là c'était Data Scientist, qui est aussi un diplôme auquel on accède à partir des mathématiques, était premier, puis ensuite statisticien, puis on avait professeur d'université, je crois, et on avait toujours mathématiciens et actuaires qui venaient dans les 10 premiers, en tout cas. Voilà, ça c'est systématique. Et en plus, une étude belge qu'on trouve dans Stade Bell, donc vous savez l'institut qui publie des statistiques, qui montre que les mathématiciens ont les meilleurs salaires après tout ce qui est manager et directeur. Voilà, donc c'est le premier emploi après ceux de manager et de directeur qui ont en termes de salaire. Voilà, et alors il y a un autre préjugé qu'on rencontre souvent, c'est que les maths c'est poussiéreux, c'est tout vieux, qu'il n'y a plus rien à trouver en mathématiques. Or, ça c'est on ne peut plus faux, c'est-à-dire que les mathématiques sont devenues vraiment omniprésentes, comme je vais vous le montrer plus tard, et la plupart des disciplines scientifiques d'ailleurs, et même en sciences humaines aussi, et même en art, utilisent les mathématiques, et des mathématiques assez sophistiquées qu'on doit encore développer, inventer. Et par exemple, il y a chaque année environ 60 000 nouveaux théorèmes qui sont découverts, et parmi ces théorèmes, des théorèmes tout à fait fondamentaux. Voilà, c'est des choses dont on parle peu en fait, parce que c'est difficile de raconter une découverte en mathématiques, on en parle rarement dans les journaux évidemment. Voilà, alors pour revenir sur les débouchés, donc cette fameuse étude où on avait contacté nos anciens étudiants, ben voilà, excusez-moi, voilà. Donc voilà ce que ça donne en fait. Donc il y avait 52% de ces personnes qui travaillaient dans le privé, 15% dans l'enseignement et la recherche universitaire,
d'accord, donc qui étaient professeurs ou chercheurs universitaires. Il y avait 19%, comme je le disais, professeurs dans l'enseignement secondaire. Il y en avait 3% qui étaient en interruption de carrière, volontaire en réalité. Et puis il y avait encore des étudiants de 3e cycle, donc des étudiants qui font une thèse de doctorat. Voilà. Alors dans le privé, il y a vraiment diverses possibilités. Bon, principalement, c'est la finance ou l'assurance. Mais il y a aussi consultance. Bon, consultance, ça c'est très vague, c'est donner des conseils en fait. Donc comme les mathématiques sont très utiles pour résoudre des problèmes à gauche, à droite, dans toutes les disciplines, ben, parfois il y a des gens qui s'occupent simplement de résoudre un problème très spécifique qu'une entreprise rencontre, par exemple, et qui nécessite d'avoir une maîtrise des mathématiques. Voilà. Il y a aussi l'industrie pharmaceutique, l'informatique, mais il y a des tas d'autres choses. Il y a l'aéronautique, il y a tous les problèmes de santé, etc. Il y a l'épidémiologie, il y a énormément de besoins de mathématiciens un peu partout. Alors, des petits commentaires par rapport à cette étude, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, 51,5% des diplômés de l'enquête sont des femmes. 65, alors en termes de facilité de trouver un emploi, donc 65% ont mis moins d'un mois pour trouver leur premier emploi. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont même été contactés, par exemple des étudiants en thèse, qui sont contactés dans la dernière année de leur thèse par un employeur. Voilà, qui ont un emploi avant d'avoir obtenu leur diplôme même. 85% ont mis moins de 3 mois, 92% moins de 6 mois, etc. 95,6% moins d'1 an. Et en communauté française, 11,2% seulement se sont tournés vers l'enseignement secondaire, en communauté française. Et ça, c'est vrai que c'est un gros souci pour l'enseignement. On a vraiment une pénurie de professeurs de mathématiques. Vous l'avez peut-être observé par vous-même, c'est que beaucoup de professeurs de mathématiques dans le secondaire n'ont pas fait d'études de mathématiques. Et on pourrait croire que c'est pas grave, que finalement, il suffit que le secondaire, c'est quand même pas si difficile que ça, et qu'il suffit peut-être d'avoir un diplôme qui utilise des mathématiques. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que je constate que quand on maîtrise vraiment très bien les mathématiques, on arrive à rendre les explications beaucoup plus simples que quelqu'un qui les maîtrise, mais qui n'en a pas une grande expérience. Voilà. Alors, il y a aussi 22% de nos étudiants qui obtiennent un poste permanent, dans une université. Alors, je parlais de l'omniprésence des mathématiques, ben voilà, toutes les disciplines, et ça, il y en a encore plus, hein, mais je vous mets des disciplines qui classiquement utilisent des mathématiques. Bon, j'ai mis par ordre historique peut-être, donc la physique évidemment, ça c'est pas la peine même d'en parler, l'ingénierie aussi. Alors l'astronomie qui utilise, et j'ai mis chaque fois entre parenthèses, vous voyez peut-être, la discipline des mathématiques qui est fait, à laquelle on fait appel pour la discipline principale. Donc l'astronomie fait appel à la mécanique. L'exploration spatiale fait appel à la théorie du contrôle. Donc l'exploration spatiale fait appel à des calculs qui sont réalisés par ordinateur, mais extrêmement sophistiqués. Par exemple, si vous voulez envoyer une navette spatiale, et vous voudriez qu'elle arrive à tel endroit. Mais vous ne disposez pas d'une quantité infinie non plus de gasoil, d'accord? Donc vous avez vous devez en fait utiliser l'attraction des planètes à proximité desquelles cette navette spatiale va se trouver pour infléchir sa trajectoire. Et donc c'est comme ça qu'on fait en sorte, en fait on calcule pour qu'elle arrive dans la zone d'attraction de telle planète, et puis elle va être légèrement déviée, et puis continuer sur sa trajectoire, déviée, et puis elle va retomber dans l'attraction d'une autre planète, etc. Et on va pouvoir faire en sorte qu'elle arrive, qu'elle fasse un itinéraire qu'on a choisi méthodiquement. Et ça, c'est des calculs assez complexes en mathématiques. Alors la météorologie, ça c'est un domaine dont je vais vous parler un peu plus en détail tout de suite. La génétique aussi. Phyllotaxie, ça fait appel à la théorie des fractales. Fractales, vous avez sans doute entendu parler. Phyllotaxie, c'est la façon dont les rameaux, les feuilles, etc. sont agencés dans
dans une plante, un arbre. Alors la cryptographie, ça je vais en parler aussi, hein, ce qui fait appel à la théorie des nombres, la finance, fait appel à notamment les processus stochastiques, puis tout ce qui est transmission des images, des bruitages. Donc dès que vous prenez votre téléphone, quand vous faites un scanner, quoi que ce soit, c'est la théorie des ondelettes, d'accord? Donc là, on voudrait simplement pouvoir transmettre un signal très complexe à bas coût. Donc on transmet un signal très très fort simplifié, et puis à l'arrivée, on veut le reconstruire en quelque sorte. Et cette reconstruction fait appel à des mathématiques assez sophistiquées qui sont toujours en cours d'élaboration, et d'ailleurs on voit des améliorations considérables récemment. Alors il y a l'industrie pharmaceutique qui fait appel à la statistique, l'économie aussi. Les sciences de l'environnement même utilisent des équations aux dérivées partielles, EDP, des L-systèmes aussi. Les télécommunications utilisent la théorie des graphes. L'épidémiologie utilise les statistiques, les sciences sociales et psychologiques utilisent massivement les statistiques, et puis il y a même des liens avec des disciplines artistiques comme la musique, l'architecture, le design, etc. Donc on retrouve les mathématiques vraiment partout, on peut y penser vraiment comme une espèce de boîte à outils gigantesque dans laquelle les autres disciplines vont puiser. Alors, donc la recherche en maths aujourd'hui, comme je disais, elle est extrêmement dynamique, hein. Il y a donc un nombre de chercheurs en mathématiques qui a explosé, pour commencer par une centaine en 1900, et maintenant, à l'heure actuelle, plusieurs dizaines de milliers, plus ou moins 80 000 en l'an 2000 avaient été répertoriés, qui travaillent dans des universités, des instituts de recherche, dans le privé aussi. Comme je disais, à peu près 60 000, ça dépend comment on compte, c'est difficile à faire, mais 60 000 nouveaux théorèmes par an, des centaines, au moins 100 000 nouveaux articles de recherche par an, un très grand nombre de distinctions scientifiques aussi à la médaille Fields, qui est traditionnellement le prix Nobel des mathématiques, hein. Vous savez qu'il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques, mais il y a la médaille Fields, qui est son équivalent. Plus récemment a été créé le prix Abel, qui est censé compenser pour l'absence de prix Nobel en mathématiques. C'est aussi un prix suédois. Il y a le prix Wolf, il y a le Breakthrough Prize in Mathematics, il y a le prix Crawford, le prix Kyoto, etc. Donc il y a même moyen de s'enrichir, en fait, en faisant des découvertes. Certains de ces prix sont quand même substantiels. Alors, quelques domaines de recherche. Je vous ai mis une photo de Michael Gromov, qui est un des chercheurs les plus prolifiques à l'heure actuelle. Derrière ces multiples ordinateurs. Alors, un premier domaine, c'est la cryptographie. Alors, la cryptographie est basée sur la théorie des nombres premiers. Ça, vous connaissez normalement depuis longtemps. Un nombre premier, pour rappel, c'est un nombre qui n'est divisible que par 1 et lui-même. Et d'ailleurs, on exclut 1. On commence avec 2, donc les nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Pas 15, parce que 15 c'est 3 fois 5. Aucun nombre qui se termine par 5 ne sera un nombre premier. 17, 19, pas 21, puisque c'est 3 fois 7, etc., etc. Alors la cryptographie, c'est la science qui s'occupe de crypter les données, à créer des cryptogrammes, c'est-à-dire à chiffrer des messages, et les chiffrer de manière optimale, c'est-à-dire en assurant vraiment l'authenticité, l'intégrité. Alors c'est une chose qu'on utilise tout le temps, d'accord, pour crypter nos données bancaires, chaque fois qu'on va chercher de l'argent à la banque, on fait des paiements par Internet. On utilise, en fait, derrière tout ça se trouve la fameuse méthode RSA, qui fait appel au nombre premier. Donc la méthode RSA, c'est une méthode qui a été inventée dans les années 70 par 3 mathématiciens, Rivest, Shamir et Adelman, et qui est assez surprenante parce que c'est une méthode qui est dissymétrique. C'est-à-dire qu'anciennement,
si vous vouliez crypter un message, ben vous alliez décider d'une espèce de recette pour crypter des messages. Par exemple, il y a la méthode de Jules César où on décale l'alphabet. Hein, donc, par exemple, on décale de 3 rangs. Donc, un A devient un D, par exemple, un B, un E, etc. Ou vous pourriez faire toutes sortes de cryptages, remplacer le A par n'importe quelle lettre ou symbole ou ce que vous voulez, par des nombres aussi. Mais le problème de ces méthodes, c'est que quand vous décidez d'une recette, vous devez la communiquer à la personne à laquelle vous voulez envoyer des messages secrets. Et quand vous communiquez, ben, il y a un risque d'interception. La recette de codage peut être interceptée par quelqu'un qui, du coup, pourra lire tous vos messages. Okay? Et donc ça, c'est le gros problème. Alors, la méthode RSA, elle pallie à ce gros problème. Et elle fonctionne comme ceci. Donc, elle est basée, comme je disais, sur les nombres premiers. Donc, par exemple, voilà, typiquement, c'est Alice et Bob. D'accord? Donc, Bob veut envoyer des messages à Alice. Alice veut recevoir des messages secrets de Bob ou d'ailleurs de n'importe qui dans ce cas-ci. Alors, elle choisit, ce qu'elle fait, c'est qu'elle choisit deux très très grands nombres premiers, qu'on va appeler ici P et Q. Donc, c'est des nombres premiers qui ont, disons, 100 chiffres. Donc, ça, on sait générer par ordinateur. À l'heure actuelle, ce n'est pas tellement difficile, ça. Elle les garde secrets, d'accord? Il n'y a qu'elle qui les connaît. C'est sa clé secrète. Elle ne la divulgue jamais, d'accord? Et par contre, ce qu'elle annonce publiquement, c'est leur produit P fois Q. D'accord? Donc, ça, c'est plus un nombre premier. C'est un produit de deux nombres premiers. C'est ce qu'on appelle la clé publique. P fois Q, ça, elle met voilà, sur sa page Facebook, n'importe où. Alors, si quelqu'un, Bob, veut envoyer un message secret à Alice, il va crypter son message au moyen de la clé publique. Et un logiciel fait cela. Et il le crypte, il l'envoie sous forme cryptée, donc ça devient un espèce de truc bizarre, comme ceci, C2, KJL, %P, etc. Il envoie ça à Alice, qui met ça dans sa machine à décrypter. Sa machine à décrypter, elle a besoin de connaître P et Q individuellement. Et comme elle connaît P et Q individuellement, elle peut décrypter le message de Bob. D'accord ? Et vous pourriez vous dire, mais bon, voilà, moi on me dit 21, je sais bien que c'est 3 fois 7. D'accord ? Donc dans 21, on peut retrouver les premiers, d'accord, les nombres premiers à partir desquels 21 est construit, 3 et 7. Vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est que quand vous avez affaire à des nombres qui ont comme ça un nombre invraisemblable de chiffres, eh bien, redécomposer en nombres premiers, c'est très très difficile en fait. Et en fait, si la taille des nombres premiers est de l'ordre de ce que je disais, à peu près 100 chiffres, ben, il faudrait des siècles à tous les ordinateurs qui travailleraient ensemble pour y parvenir. D'accord ? Donc ça, c'est le problème. Néanmoins, voilà, c'est un des enjeux avec les hackers, hein, qui deviennent de plus en plus malins pour décrypter, et on doit prendre des nombres premiers de plus en plus gros, etc. Donc ça, c'est cette fameuse méthode RSA, d'accord ? Alors, les prévisions météorologiques. Donc là, l'idée c'est assez complexe en fait. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que les pauvres météorologistes se trompent si souvent. C'est difficile de leur en vouloir quand on comprend un petit peu ce qui est en jeu. Donc l'idée, c'est que si on connaît les lois qui régissent l'évolution de l'atmosphère, ben, on pourra déterminer son état futur si on connaît son état initial. Le problème, c'est que ces lois dépendent des équations de Navier-Stokes, d'accord ? Qui détermine l'écoulement d'un fluide, mais ça dépend d'un nombre invraisemblable de paramètres, du relief, du rayonnement solaire, des océans, de la présence de végétation. Et donc, si vous voulez quantifier tout ça de façon absolument précise, vous tombez sur des équations qui sont tellement complexes qu'on ne sait plus rien en faire. Donc on doit tout le temps choisir les paramètres, les phénomènes qui auront de l'importance et ceux qui n'en auront pas. On appelle ça modéliser. Et ça permet d'aboutir à un ensemble d'équations qu'on appelle aux dérivées partielles. Donc ici, les inconnus sont la pression, la vitesse du vent, la température, le taux d'humidité. Et plus
votre modèle est fidèle à la réalité, plus le système est gros et complexe. Alors, pour résoudre ces équations, on ne sait pas le faire exactement. On ne saurait pas dire, donner une fonction, si vous voulez, qui régit une fonction, donner la pression à tout moment, par exemple. Ça, on ne sait pas faire, c'est trop complexe. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est on utilise l'analyse numérique. Et l'analyse numérique, ça va consister à remplacer, si vous voulez, ces équations qui font intervenir des dérivés par plutôt des taux de variation. D'accord? Et ça, on va remplacer par des quantités discrètes, si vous voulez. On va découper, comme sur le dessin ici, l'atmosphère en cellules. D'accord? Et on va supposer que dans chaque cellule, tout est constant, la pression, la température, la vitesse du vent, etc. Donc, plus les cellules sont petites, plus c'est juste, évidemment, mais plus les cellules sont petites, plus les choses vont être complexes aussi. D'accord? Donc l'idée, c'est que on va remplacer nos équations complexes de Navier-Stokes par des équations, si vous voulez, un gros système fini, mais où ce ne seront plus des fonctions. Voilà. Et alors, on s'attend à pouvoir résoudre ça par des ordinateurs suffisamment puissants. Alors, le problème, c'est que, voilà, il y a des difficultés supplémentaires qui s'ajoutent à ça. C'est que, notamment, on ne sait pas connaître l'état de l'atmosphère partout en un certain temps. Comment on ferait? Il faudrait avoir des bateaux, enfin, tout le monde qui se met à mesurer tous ces paramètres au même moment. En plus, il y a des mécanismes chaotiques qui peuvent intervenir, etc. Alors, il y a aussi, les mathématiques interviennent aussi dans la molécule d'ADN et la théorie des nœuds, et ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est quelque chose qui est plus récent, c'est que on sait que, vous savez, la molécule d'ADN, c'est cette double hélice, ici, il y a une photo ici à côté, et on sait que cette molécule d'ADN est repliée sur elle-même, d'accord, dans les cellules, et la façon dont elle est repliée détermine complètement la façon dont elle va agir, en fait. Et certaines enzymes, d'ailleurs, modifient la configuration, disons, topologique, la forme que revêt cette molécule d'ADN. Et ça nous fait un lien avec la théorie des nœuds, qui est une théorie mathématique qui existe depuis très longtemps. D'accord? On se demande, voilà, on a des nœuds chez nous, des nœuds, c'est, si vous voulez, des cercles. D'accord? C'est pas comme vraiment vos lacets. On savait que si vous avez un lacet, vous savez toujours, vous pouvez faire des nœuds très compliqués, mais vous arriverez toujours à les défaire. Ici, l'idée, c'est que le lacet est refermé, les deux bouts sont collés, et on se demande quand est-ce que un nœud comme ça, qui peut être très, 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 très compliqué, est en réalité, on pourrait, en tirant, en poussant, etc., astucieusement, on pourrait le dénouer et le ramener à un lacet, à simplement le cercle. D'accord? Donc, si vous avez une table de tous les premiers nœuds, donc une des grandes questions qui n'est toujours pas résolue, c'est d'arriver à classer les nœuds. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que en 73, un mathématicien, John Conway, a introduit des opérations dites chirurgicales qu'on peut faire à un nœud qui permettent de le transformer en un autre. Et ces opérations qui permettent d'avoir une meilleure compréhension des nœuds, qui permettent en partie de classer les nœuds, eh bien, ont des équivalents biochimiques qui sont réalisés par certaines enzymes qui, elles aussi, coupent et recollent les brins d'ADN pour modifier leur configuration et donc leur action dans les cellules. Voilà, donc on voit des liens comme ça, presque miraculeux, entre des théories mathématiques et des phénomènes naturels. Voilà. Alors, je vais vous parler un tout petit peu des études. Encore maintenant, comment en pratique se passent les études de mathématiques à l'ULB. Donc, comme toutes les études sont découpées en un bachelier et un master. Donc, vous avez 3 ans de bachelier, d'accord, et vous avez 2 ans de master, typiquement. Alors, le bachelier, c'est 3 ans, et vous avez, en mathématiques, vous avez typiquement 3/4
du volume des cours qui sont des cours de mathématiques. Et puis, vous avez un quart qui sont à option et vous pouvez choisir 4 filières. Vous pouvez choisir la physique, l'informatique, l'économie et la biologie. D'accord ? Et donc, ça vous permet d'avoir un regard sur l'application des mathématiques dans ces disciplines spécifiques-là et de voir comment les mathématiques sont utilisées, sont utiles. Et ça vous permet aussi de faire une sorte de mineur, si vous voulez, de vous spécialiser un peu dans une de ces 4 disciplines. Voilà, un peu connexes, si vous voulez. Après ces 3 ans de bachelier, vous avez accès à un master. Un master, c'est typiquement 2 ans. Et vous avez 3 masters. Vous avez un master en mathématiques, un master en actuariat et un master en statistique. Je vais y revenir. Et puis, vous pouvez encore le bachelier mène aussi au master en big data, qui est un master en un an. C'est un master qui est co-organisé par la faculté des sciences, l'école polytechnique et Solvay, d'accord, la business school de Solvay. Alors, l'objectif du bachelier en maths, c'est de vraiment développer, ça c'est la description, mais je trouve qu'elle est très juste, de développer les facultés d'abstraction, de rigueur et d'inventivité aussi des étudiants, pour les rendre capables d'analyser et résoudre des problèmes tant théoriques qu'appliqués. Et ainsi, on veut que vous sachiez transmettre votre discipline, donc la communiquer efficacement à des étudiants, à des collègues. Alors, à l'issue de ces études, vous serez en mesure de devenir opérationnel dans des domaines très variés, comme mathématiques fondamentales, bien sûr, mais aussi l'économie, la finance, la physique, l'astronomie, la biomathématique, l'informatique, l'imagerie. Même les sciences de gestion de l'environnement font appel aux mathématiques et beaucoup d'autres choses. Alors, le master, après les 3 ans, vous avez le master en sciences mathématiques. D'accord ? Donc ça, c'est un master qui vous forme à l'analyse de la résolution de problèmes, hein, et qui prépare un large choix de débouchés. C'est une formation extrêmement polyvalente. Vous pouvez devenir enseignant. Il y a d'ailleurs 2 finalités. Il y a une finalité didactique qui est vraiment destinée aux futurs enseignants du secondaire. Et puis, vous avez aussi des postes à responsabilité dans les organismes financiers, responsable d'études biostatistiques, consultant pour l'aide à la décision, etc., secteur académique. Puis, vous avez donc la finalité approfondie, donc qui est vraiment très polyvalente parce que, disons que ça apprend vraiment à réfléchir, à utiliser les outils mathématiques de manière générale, peu importe lesquels. Peut-être que vous n'avez pas vu encore l'outil spécifique dont vous allez avoir besoin dans tel ou tel secteur, mais vous savez, vous serez capable de l'apprendre sans problème. Alors, il y a le master en sciences statistiques. Donc ça, c'est le master qui vous forme à l'art de transformer en information des données d'observation et d'aider des décideurs ou des chercheurs d'autres disciplines à analyser cette information de la manière la plus efficace. Donc là, on utilise beaucoup les probabilités. Et vous avez aussi un très large choix de débouchés parce que les statistiques sont très utiles dans bien des endroits, dans l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, le secteur bancaire et les assurances, les instituts de statistiques, le secteur académique, etc. Et vous avez là 3 finalités, hein, statistiques théoriques, appliquées, et puis économie et statistique. Et enfin, le master en sciences actuarielles, donc ça c'est le master qui forme à la gestion du risque, donc qui analyse les risques de toute nature auxquels sont soumis les particuliers et les entreprises, et qui les élimine ou met en place des solutions qui permettent d'en contrôler les conséquences financières, donc en développant des formules d'assurance, des produits d'assurance, on dit aussi. Et cette formation fait appel à des mathématiques quand même assez sophistiquées, notamment le calcul des probabilités, la statistique, ainsi et des connaissances en économie et en finance. Mais vous pouvez faire n'importe lequel de ces 3 masters à partir de n'importe laquelle des 4 options qui est proposée dans le bachelier. Alors c'est un diplôme qui est très recherché, surtout par les compagnies d'assurance, les banques, les organismes d'assurance, de prévoyance, les caisses de retraite, etc. Et c'est
une des seules, il y a 2 formations en actuariat en communauté française de Belgique. Donc, celle de l'ULB est une des 2. Voilà, juste pour vous donner une petite idée, comment se passe la première année. Vous avez un cours de mathématiques de base, logique élémentaire et rédaction de preuves. Ça, c'est vraiment un cours qui est destiné à faire la transition depuis le secondaire, qui revoit un peu, qui met tout un peu en place, d'accord, et qui revoit des notions plus élémentaires. Et puis, vous avez un cours d'analyse, un gros cours d'analyse, un cours d'algèbre linéaire et de géométrie, aussi un gros cours, et un plus petit cours de probabilité et statistique. Et puis, vous avez, ça c'est 3/4 du programme, et puis vous avez aussi les options. D'accord? Et donc là, chaque fois, vous avez un certain nombre de cours pour physique, économie, informatique, biologie. Voilà. Alors, je crois que j'arrive vers la fin, je crois que je suis même en train d'un peu dépasser. Donc voilà une petite photo de tous les collègues, de tout le département de maths, d'accord? Et si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus au sujet des mathématiques dans la société aujourd'hui, voilà une brochure de la Société mathématique de France qui s'appelle L'explosion des mathématiques, donc qui décrit toute l'incidence des mathématiques dans la société actuelle, dans les différentes disciplines, etc. Vous avez un documentaire intéressant qui a été réalisé par un Français qui s'appelle « Comment j'ai détesté les maths » et qui parle de recherche en maths, de l'enseignement, de l'incidence, de l'implication dans la crise financière. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est intéressant. Vous avez un site que j'aime bien qui s'appelle Café des maths, avec des tas de petits, des tas de petits exposés de mathématiques à destination vraiment d'un public très large. Et puis vous avez ici un collègue mathématicien qui fait beaucoup de cours de vulgarisation très très intéressants. Voilà, c'est Tadashi Tokieda. Et puis vous avez aussi la Micmat, j'aime bien, ça c'est une chaîne YouTube de Michael Launay qui publie des tas de petites vidéos d'explications de mathématiques relativement simples, mais c'est très très bien fait. Vous avez Numberphile aussi dans cet ordre d'idées. Voilà. Donc merci pour votre attention. Il y a encore toujours, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser bien sûr. Vous avez aussi un stand, d'accord, auquel vous pouvez vous rendre, entre guillemets, pour poser vos questions. Voilà. Alors, est-ce que j'ai eu des questions? J'ai pas du tout eu l'occasion de regarder le Mélanie, je chat. pense qu'on est un petit peu en retard et donc on Oui. va laisser au suivant. Le lien là est, il y a un lien plus direct que je vais envoyer dans le chat pour tous ceux qui ont encore des questions. L'informateur en mathématiques sera encore présent pendant une demi-heure, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour vous retrouver dans une conférence de Teams et discuter en direct avec un informateur mathématicien. Un tout grand merci Mélanie pour ta présentation. Merci à vous.